Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis en compagnie de Cédric Alves et de Samuel Sarfati. On va commencer dans un instant, mais comme on est pile à l'heure, je vous propose, en attendant les derniers retardataires, de faire quelques étirements. Ça fait toujours du bien. C'est la fin de la journée, bientôt la fin de la semaine. Et pour ça, je vous propose de mettre les mains très haut, tirer, tirer et relâcher. Ça va détendre les épaules. Je sais que la période fiscale est finie, mais ça peut toujours faire du bien. On va le faire une deuxième fois. On va chercher le plus haut possible et on relâche. On va faire un peu sur le côté avec le cou, un peu sur l'autre côté. Si vous êtes comme moi, méga stressé, ça va craquer. C'est la vie, ne vous inquiétez pas. Ok, il est 17h02. Je pense qu'on est au complet. Je vais commencer par présenter les intervenants aujourd'hui, parce que c'est pas pour m'écouter moi que vous êtes ici. Donc j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Cédric Alves, qui est cofondateur de Rallye Conseil et expert comptable, et Samuel Sarfati, qui est lui aussi expert comptable et cofondateur de AS Partners. Merci à tous les deux et merci encore de nous rejoindre aujourd'hui. Merci à toi, Fanny, pour cette organisation. Pour commencer, pour que tous les participants arrivent à peu près vous situer, est-ce que vous pouvez présenter vos cabinets respectifs, nous expliquer un peu combien de collaborateurs il y a, combien d'associés et où est-ce qu'ils se trouvent? Cédric, je te laisse commencer. Ouais. Nous, on a un cabinet Rallye Conseil. On a créé le cabinet il y a tout juste un an. Donc, du coup, le 2 juin 2021, c'est vraiment la date d'anniversaire du cabinet. Bon anniversaire, Bon Cédric. anniversaire. Merci. Donc, du coup, on a créé le cabinet avec mon associé François Saunier. On est aujourd'hui 9 collaborateurs, enfin 2 associés et 7 collaborateurs. On est situé à Aix-en-Provence et un peu partout à la fois, mais on y reviendra progressivement. Mais notre siège social est à Aix-en-Provence. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour de notre côté. Et toi, Samuel, est-ce que tu peux nous présenter AS Partners? Oui, donc Samuel Sarfati. J'ai cofondé le cabinet AS Partners fin 2019. Donc maintenant, ça va faire un peu plus de 2 ans et demi. On est en tout et pour tout une vingtaine de personnes, une vingtaine de collaborateurs, y compris les associés. On a un troisième associé qui est en train de rejoindre le cabinet, qui a des diplômes à nous apporter. Il a notamment le diplôme américain et canadien en plus du diplôme expertise comptable français, donc ça peut être très intéressant. Donc on est à peu près 20 collaborateurs. On est sur 2 sites différents. On a un bureau à Paris, rue Lafayette, et on a un autre bureau à Tel Aviv en Israël. Et on a une répartition à 50-50 entre les deux, donc 10 personnes en Israël et 10 personnes en France. Top, très clair. Et maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, le remote friendly. Alors que ce soit parce qu'on a un cabinet binational ou parce que les collaborateurs demandent à faire plus de télétravail, je pense qu'on y a tous pris goût pendant la crise sanitaire, malgré tous les malheurs qu'elle nous a apportés. Aujourd'hui, être remote friendly, c'est un peu essentiel. Et donc, je voulais savoir, vous, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Est-ce que vous l'avez été dès le lancement du cabinet? Samuel, est-ce que je te laisse commencer? Allons-y. Donc, comme je le disais, on a 2 bureaux donc à Paris, un Paris et un à Tel Aviv. Un associé, enfin un associé se trouve à Paris, c'est donc moi qui dirige le bureau parisien, et mes 2 autres associés sont donc en Israël et ils gèrent donc le bureau en Israël. Ce qui fait que déjà, de par notre positionnement géographique, on a été contraint finalement à processer tout le cabinet dans un environnement entièrement digitalisé, dématérialisé, numérique. Et on s'était donc promis avec mon associé de ne jamais acheter le tampon comptabilisé. Quand on comptabilise une facture, il n'y aura pas de tampon de comptabilisé et il n'y aura pas d'agrafeuse qui ne marche jamais. C'était la promesse qu'on s'était faite et donc aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Donc déjà, par notre positionnement géographique, on a été contraint. Ensuite, par rapport à la typologie de clientèle qu'on essaye de cibler, on essaye de cibler bien sûr les TPE, PME franco-françaises, mais aussi une clientèle internationale. Et aujourd'hui, on a des clients hollandais, on a des clients américains, on a des clients israéliens, on a des clients coréens. Voilà, on a vraiment un ensemble de cultures qui
qui font partie aujourd'hui de nos clients. Et donc, ces clients-là, qui sont eux-mêmes à l'international, n'ont aucun problème à fonctionner avec nous via les outils qu'on utilise maintenant au quotidien, comme celui-ci par exemple, comme Zoom, comme Teams, et ça fonctionne plutôt bien. Donc, de par notre positionnement géographique, de par la typologie de clients qu'on accompagne, et enfin, enfin de par finalement les événements conjoncturels qu'on a connus, hein, les gilets jaunes, nous on a créé notre cabinet en plein gilet jaune, donc on ne pouvait même pas forcément accéder à nos bureaux parisiens, de par la conjoncture aussi du Covid, la Covid qui nous a forcé à s'habituer aussi au télétravail. Tout ça fait que on a été contraint de processer et de nous organiser pour pouvoir travailler dans cet environnement remote friendly. Top, très clair. Et toi, Cédric, tu veux partager avec nous, du coup, comment vous êtes devenu permanent remote friendly? Ouais. Nous, avec François, quand on a créé le cabinet l'année dernière, on est issu à la base de la région parisienne, donc on a fait toute notre formation sur Paris et on voulait en profiter justement pour partir de cette région parisienne et de s'installer ailleurs. Donc, on s'est dit de créer notre cabinet en étant full remote. Donc, concrètement, nous, on n'a pas du tout de bureau. On a une boîte postale qui se trouve à Aix-en-Provence, parce que mon associé François a voulu aller vivre à Aix-en-Provence. Moi, pour ma part, j'habite à Lisbonne. Et du coup, avec François, comme on a une grande partie de notre clientèle qui est quand même sur Paris, on fait des allers-retours entre Aix et Paris et moi entre Lisbonne et Paris. Pourquoi on a voulu également faire du full télétravail? Donc déjà, c'est la première raison, c'était la volonté de sortir de Paris, alors qu'on a quand même notre potentiel de clientèle et même notre réseau sur Paris. On voulait tenter aussi de pallier aux difficultés du marché de l'emploi, de l'expertise comptable, en partant du principe que le full télétravail nous permettrait de recruter partout en France. Du coup, même à l'étranger pour notre part également, parce qu'on a quand même un cabinet qui est installé à Lisbonne. Donc, on a des collaborateurs qui sont au Portugal et qui sont français natifs, qui ont des diplômes de comptabilité français, mais qui avaient décidé de vivre au Portugal. Donc, on a réussi à recruter quelques collaborateurs, ce qui nous permet en vérité d'avoir plusieurs oraisons pour recruter. Et la dernière raison, c'était également d'un point de vue coût. Le fait d'être en full remote et pas avoir de bureau, pour nous, ça nous permet, comme on est un jeune cabinet, de réduire en fait un des principaux coûts pour les cabinets qui sont les locaux avec les salaires. Donc, ça nous a permis en fait de ne pas avoir de coûts de structure, on va dire. Donc, c'est les trois raisons de pourquoi on a souhaité faire du full télétravail. Top, très clair. Donc, si je récapitule, d'une part, j'ai pas de bureau, une boîte postale. De l'autre, j'ai 2 bureaux, un à Paris, un à Tel Aviv. Je remarque quand même qu'il y a une certaine proximité dans les plages horaires. Il me semble que Lisbonne, c'est 1 heure de moins que Paris, Tel Aviv, 1 heure de plus. Donc là, il y a quand même une certaine proximité dans la journée. Moi, ma prochaine question, c'est du coup, comment ça se passe concrètement au quotidien, surtout pour toi, Samuel. Est-ce que vous avez un certain nombre de jours de présence au bureau qui est obligatoire, que ce soit par semaine ou par mois? Alors, effectivement, on a 2 bureaux en France, donc à Paris et en Israël, à Tel Aviv. Mais les collaborateurs en France ne sont pas forcés à venir au bureau à Paris. D'ailleurs, on a un bureau qui fait à peu près 90 mètres carrés, où il n'y a vraiment qu'un seul grand open space. Donc, si on est les 10 à être présents, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Donc, ce n'est pas des locaux qui sont normalement censés accueillir 10 personnes. Parce qu'on a aussi une salle de réunion. Donc, c'est vrai que les locaux ne sont pas adaptés pour 10 personnes. Donc, c'est vrai que les collaborateurs ne sont pas forcés de venir au bureau tous les jours. En Israël, c'est exactement la même chose. On est en Israël, on est à Tel Aviv. On a des beaux bureaux au 38e étage d'une tour vue sur mer. Enfin, c'est assez incroyable. Mais on partage les locaux avec vente privée. Donc, pareil, on n'a pas une structure adaptée pour accueillir 10 personnes. Ce qui fait qu'on est en ce qu'on appelle en flex office. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collaborateurs qui souhaitent venir au bureau, ils viennent avec leur PC portable, finalement, qui est leur cabinet, parce que tout est dedans. Ils s'installent un petit peu où ils veulent. Il n'y a pas forcément de place attitrée. Et ils travaillent. Maintenant, on essaye de faire en sorte
On s'est donné mais une règle sans le dire ouvertement, elle s'est faite un peu naturellement, cette règle. C'est d'essayer de faire en sorte d'intervenir en moyenne entre 1 et 2 journées par semaine au bureau en présentiel. Il n'y a rien qui est décrété. S'il veut venir le lundi, il vient le lundi. S'il veut venir le vendredi, il vient le vendredi. Mais c'est un petit peu une règle naturelle qui s'est faite. On n'a pas forcé les gens à le faire. C'est peut-être une demande aussi de leur part. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire du télétravail ou parce qu'ils sont dérangés chez eux. Il y en a certains qui ne le souhaitent pas. J'ai notamment un collaborateur qui a sa maman qui est une assistante maternelle, donc qui a la garde 3-4 enfants âgés de 3 ans. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident de travailler dans ces conditions. Donc, il a la volonté de venir au travail. Et en Israël, c'est exactement la même chose. Ensuite, on a des portefeuilles qui ne sont pas répartis par zone géographique. Le portefeuille israélien ne gère pas… Alors, juste le portefeuille israélien, c'est en fait des expatriés qui sont natifs français, exactement comme dans le cas de Cédric, qui travaillent exclusivement sur le marché français. C'est-à-dire qu'on accompagne les boîtes étrangères à s'implanter sur le marché français. Donc, on travaille sur les règles comptables et fiscales, sociales françaises. Mais on n'a pas de portefeuille attitré en Israël et un portefeuille attitré en France. On travaille vraiment sur les mêmes portefeuilles. Donc, on a cette difficulté d'abord de se situer à 4000 km d'écart. Et en plus de ça, au sein même de chacun des cabinets, on a des règles où, en général, on reste entre 1 à 2 fois par semaine au bureau. Donc, voilà comment ça se passe au quotidien. Et pour ce qui est des pays, de travailler dans tel ou tel pays, on n'a pas de règle là pour le coup. Un collaborateur français qui souhaite, par exemple, poser 3 semaines de congé pour partir à Tel Aviv et voilà, profiter un peu de la vie pour prendre des congés là-bas, finalement, les 3 semaines de congé, il va pouvoir en poser vraiment réellement 10 et travailler 10 jours. Ça lui évite de poser des jours de congé. Inversement, les salariés et les collaborateurs qui sont en Israël, qui ont de la famille en France, qui veulent revenir pour voir leur famille, plutôt que de rester que quelques jours parce qu'ils ont très peu de soldes de congés payés, ils peuvent rester pendant 2 mois et ils pourront travailler autant de temps qu'ils veulent dans ces bureaux en France. Donc, comme disait Cédric, c'est vrai qu'on étend le champ des possibles en matière de recrutement et en matière d'attractivité aussi, c'est plutôt intéressant. Très clair, ouais. Oui, pour le 2 jours par semaine, c'est effectivement le rythme qu'on est nombreux à avoir adopté chez Penny Lane. Assez naturellement, ça permet de… voilà, je pense que personne n'aime aller au bureau le lundi et le vendredi. Ça permet de trouver encore un dernier jour pour faire du travail, ce qu'on appelle le deep work en start-up, celui où on a besoin d'être concentré et pas dérangé par le brouhaha ou par le collègue d'à côté qui dit « Hey, j'ai une question ». Et ça, on réserve effectivement pour les 2 jours où on est sur place. Cédric, de votre côté, c'est pareil. Est-ce que les collaborateurs peuvent s'installer n'importe où, passer d'un pays à l'autre? Là-dessus, il n'y a pas de contrainte? Nous par définition, on n'a pas de bureau, donc forcément, il n'y a pas de contrainte de retourner au bureau. Par contre, on a pris pour justement pallier au problème que Samuel évoquait, qui consistait à dire que certains collaborateurs préfèrent quand même aller au bureau de temps en temps. On a pris en fait des cartes de coworking. Et on donne la possibilité aux collaborateurs d'aller 1 jour par semaine dans un espace de coworking de son choix et généralement soit sur Paris, soit sur Aix ou même au Portugal, ils ont la possibilité de le faire. Donc ce qui permet un petit peu de pallier au fait qu'il n'y ait pas du tout de bureau. Ensuite, pour le coup, on ne contrôle pas la personne qui ne veut pas y aller du tout au cowork, elle n'y va pas, on n'a pas de problème avec ça. Et les collaborateurs peuvent s'installer par définition dans n'importe quel pays, à condition, nous, la seule condition qu'on a mise, c'est qu'ils soient disponibles de 10h à 17h, heure française, pour pouvoir quand même répondre aux clients, parce qu'on est exactement dans le même cas que Samuel, c'est que notre marché est exclusivement français. Il n'y a pas d'équipe portugaise et d'équipe française, les dossiers sont mélangés entre les deux, et forcément, à un moment donné, si on laisse le champ des possibles, comme on a déjà 1 heure de décalage, si on ne met pas un minimum de règles sur les horaires, concrètement, quand le client essaie d'appeler, il n'y a plus personne qui répond. Donc nous, c'est un petit peu la seule impasse qu'on a fait, c'est de dire, de 10h à 17h, on veut tout le monde sur place, bien sûr, avec l'heure de déjeuner en moins, on est bien d'accord. Et ensuite, tu peux travailler d'où tu veux. Donc, on a exactement le même profil que Samuel, je me répète, parce que dans le sens où nous, les Français qui sont à Lisbonne ou même ailleurs, au Portugal, rentrent régulièrement en France, voir les parents, voir les frères et sœurs. Et c'est pareil, ils n'ont pas un stock de congés payés illimité, surtout qu'au Portugal, il y a moins de congés payés qu'en France. Donc, du coup, ça leur donne la possibilité de travailler sur Paris, chez eux, ou aller dans l'espace de coworking, parce que les cartes de coworking qu'on a pris, c'est des cartes internationales.
Donc, du coup, avec la même carte, ils peuvent aller dans des locaux en plein Paris. Donc, ils peuvent rester, oui, effectivement. Généralement, ils ne restent pas 2 mois hein, parce que c'est quand même, il n'y a que 2 heures d'avion. Donc, ils viennent plus régulièrement, j'ai envie de dire, mais ils restent 2-3 semaines et ensuite, ils repartent au Portugal. Et sur ces 2-3 semaines, ils vont poser peut-être leur vendredi uniquement. Parce que le reste du temps, les parents travaillent, les frères et sœurs travaillent. Donc, en réalité, ils n'ont pas d'intérêt à poser les semaines en entière. Du coup, oui, nous, on est assez libre sur le sujet. Et le but, c'est vraiment que, voilà, que le client ne ressente pas qu'il y a quand même, que les gens ne sont pas dans un bureau, qu'ils ne sont pas dans un local et qu'ils ne sont pas dans un pays étranger également. C'est un petit peu les deux conditions qu'on met au cabinet. Ok. Donc, très clair, moi je retiens en fait que ça vous sert en tant que cabinet comme argument de recrutement, mais que ça sert aussi à tous les collaborateurs parce que j'ai l'impression que du coup l'équilibre vie pro, vie privée, il est beaucoup plus facile à tenir et oui, plus facile à concilier justement grâce à l'opportunité de travailler dans un pays, dans un bureau ou dans l'autre. Pour le coup, je te rejoins. J'ai fait un entretien pas plus tard que ce matin. On arrive même à mieux négocier un salaire quand on propose du télétravail full. Ah oui. C'est en gros, surtout en province où ça se fait un petit peu moins qu'à Paris, le télétravail, quand je dis qu'on est en full télétravail et tu viens au bureau quand tu le souhaites, enfin du moins avec l'espace coworking quand tu le souhaites, voilà, c'est vraiment un argument même pour négocier un salaire. Ouais. Après, effectivement, on n'attire pas on va dire, les mêmes types de personnes. On attire plutôt les jeunes quoi, avec ce système-là. Ouais. Toi, tu confirmes cette impression, Samuel? Oui, c'est très juste. C'est très juste. C'est une sorte de rémunération finalement. Cet avantage qu'on offre aux gens de pouvoir travailler d'abord sur 2 pays, de pouvoir mieux gérer son temps et de responsabiliser la personne. C'est vrai que les collaborateurs, ils cherchent d'être responsables rapidement. Donc, c'est une sorte de rémunération aussi. Donc, c'est vrai que c'est un argument de vente. Voilà, donc je rejoins complètement ce que disait Cédric. Ouais, et moi aussi, du coup, en tant que salarié qui bénéficie du télétravail, c'est aussi très valorisant parce que je vois que mon manager et mon employeur me font confiance. Et oui, donc c'est extrêmement... Enfin voilà, ça donne un très bon premier signe. Donc là, on a parlé un peu de l'installation, de tout ce qui va bien. Moi, j'aime beaucoup les questions aussi sur ce qui se passe mal. Et je vous remercie d'avoir joué le jeu parce que dans la préparation, vous avez tous les deux très sincèrement et en détail répondu. Moi, je trouve que c'est en fait ce qui est le plus instructif. Du coup, je vais vous demander voilà, si vous avez des expériences à partager sur des choses que vous avez mis en place et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Là, Cédric, je te laisse peut-être commencer. Ouais. Du coup, moi de mon côté, avec François, une des craintes qu'on avait sur le full remote, c'était de perdre les équipes. Quand je dis perdre les équipes, dans le sens où, comme on ne se voit pas, forcément, on a plus de mal à se connaître, il y a moins de sentiment d'appartenance au cabinet, et donc un décrochage est beaucoup plus rapide, dans le sens où en vérité, le collaborateur est chez lui en train de travailler. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il aura sûrement plus de difficultés à en parler. Donc, baisse de motivation, etc. Nous, on a essayé de pallier à ces problèmes de 2 manières. La première manière, c'est de mettre des entretiens trimestriels et puis annuels pour justement réussir à discuter sincèrement et le plus souvent possible et justement mettre les problèmes sur la table le plus souvent possible, pardon. La deuxième chose, pour le sentiment d'appartenance, pour réussir à garder ce sentiment d'appartenance et des valeurs de Rallye Conseil, notamment de marquer les valeurs Rallye Conseil, on essaie d'organiser 3-4 séminaires par an. Déjà, le but, c'est de permettre aux collaborateurs de se rencontrer, se connaître, parce que c'était souvent une remontée qu'on avait de la part des collaborateurs, c'est je connais pas mon collègue en réalité. Je le vois en visio de temps en temps, je l'ai au téléphone, mais je ne connais pas sa personnalité, je ne suis jamais avec lui en dehors des heures de travail, etc. Donc, du coup, les séminaires ont permis de pallier ce problème-là, parce qu'en réalité, ils se sont connus comme s'ils allaient boire un verre entre copains, et plus dans le cadre du travail, parce que toutes les après-midi, justement, on était en activité, etc. Et on a eu des très bons retours là-dessus. Ça a quand même énormément solidifié les équipes, parce que depuis qu'on a fait le premier séminaire, je me rends compte que les relations entre eux ne sont déjà plus pareil qu'au départ. Donc,
Donc, du coup, sur ça, c'était un peu pari gagnant. Les entretiens, on va dire, trimestriels, on essaie de ne pas attendre le trimestre si on repère un problème, mais ça permet également aux collaborateurs de lever certains doutes. Typiquement, moi, sur le dernier entretien trimestriel, ils m'ont tous reparlé du séminaire en me disant, écoute, Cédric, c'est vrai que vous avez bien fait de le faire, parce qu'en réalité, on n'était pas soudés, quoi. On connaissait pas la personnalité des gens. Des fois, tu reçois un mail, tu sais pas en réalité comment est tourné le mail. Est-ce que le mec est fâché? Est-ce qu'il ne l'est pas? Enfin, c'est un peu plus compliqué. Et le fait d'avoir rencontré les gens, ils se sont rendus compte qu'en fait, tout le monde était dans le même bateau et tout le monde avait envie d'avancer ensemble, qu'il n'y avait pas quelqu'un qui s'en foutait complètement du travail, quoi. Ça leur a permis vraiment de prendre conscience de ça. Et ensuite, une autre difficulté qu'on a et qu'on n'a toujours pas pallié aujourd'hui, c'est de recruter des profils juniors ou encore pire, des profils apprentis. C'est vraiment le problème qu'on a aujourd'hui parce que former des gens à distance, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Là, donc du coup, aujourd'hui, le profil des collaborateurs qu'on recherche, c'est directement des collaborateurs autonomes. Et enfin, du moins, je ne demande pas à ce que le collaborateur soit capable de sortir le bilan directement, mais que je ne sois pas obligé de lui expliquer les bases de la comptabilité, quoi. Et donc, c'est vraiment la seule difficulté, on va dire, de ce fonctionnement full télétravail, de moins que nous, on a ressenti. Et de ton côté, Samuel, voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce qui a marché ou au contraire pas trop ou pas encore marché? Alors, je rejoins tout ce que vient de dire. Je rejoins Cédric sur tout ce qu'il vient de dire, surtout sur la partie des alternants. Nous, on s'est un peu cassé les dents dessus. On a recruté des alternants et on leur a donné cette possibilité de travailler en télétravail. Et on s'est rendu compte que ça marchait pas au niveau des alternants. Non pas qu'ils ne travaillaient pas ou qu'ils allaient ou qu'ils jouaient au tennis en plein milieu de la journée ou qu'ils regardaient Roland Garros, c'est certainement pas le cas, mais c'est parce qu'ils avaient besoin d'être rassurés, en fait, tout simplement. Ils ont besoin ils ont besoin d'avoir un chef d'équipe en face d'eux. Et pas forcément pour la partie technique, parce franchement, on a des alternants aujourd'hui qui sont vraiment de très bonne volonté, mais pour savoir comment être un professionnel. C'est des alternants, donc c'est des étudiants avant tout. Et un étudiant qui arrive dans le monde professionnel, bah, finalement, il ne sait pas comment se tenir, il ne sait pas comment réagir. Quand il y a un problème informatique, ça peut être vraiment bidon, hein, mais de ne pas réussir à se connecter sur un outil qu'on utilise au quotidien, ça peut être catastrophique pour le moral d'un alternant. De ne pas avoir son chargeur, bah, il ne va pas s'en sortir et il n'osera même pas le dire. Donc, il y a ce côté-là qui est extrêmement délicat pour les alternants, qui fait que nous, et encore une fois, ça s'est fait naturellement, on a demandé aux alternants de venir au bureau. Alors, peut-être pas 5 jours par semaine, mais au moins 4 jours par semaine. Et on a également demandé aux chefs de mission, parce qu'on a une organisation hiérarchique avec des chefs de mission, collaborateurs et en dessous avec des collaborateurs juniors, d'essayer de se synchroniser ensemble par équipe. Donc, lorsqu'il y a des équipes qui travaillent sur le même dossier, ben, on essaie de faire en sorte de les faire synchroniser pour les faire intervenir au même moment, le même jour, le jour de la semaine. Pourquoi? Pour essayer de résoudre ce problème on n'arrive pas à savoir si ils sont assez épanouis, les collaborateurs juniors surtout sont assez épanouis, s'ils savent comment s'y prendre, etc., etc. Donc, effectivement, pour les alternants, ce n'était pas forcément le plus évident. Et le deuxième problème auquel on a été confronté, c'était de suivre la charge de travail de chacun. C'est vrai que lorsqu'on est en télétravail, on ne se rend pas bien compte du volume d'heures réalisées par chaque collaborateur. Alors, on essaye de pallier à cette problématique. On en a quelques-unes encore aujourd'hui où on doit essayer de faire mieux, mais le suivi des temps en fait partie. On essaye de trouver le bon outil qui permet d'abord, nous, de suivre les temps des collaborateurs pour suivre, non pas pour le fliquer, mais pour suivre la rentabilité des dossiers. Et surtout pour que le collaborateur puisse se situer, savoir quelle est lui-même sa propre répartition de son temps de travail. Lui, il a besoin de savoir combien de temps il doit passer par dossier. Et c'est vrai qu'un alternant ou un collaborateur junior, il aura tendance à vouloir passer beaucoup de temps sur un tout petit dossier parce qu'il veut faire extrêmement bien les choses. Et lorsqu'on est en télétravail, bah, ces choses-là, on n'arrive pas à les apprécier. Autant lorsqu'on est en présentiel, on sait à peu près les sujets qui sont traités au quotidien par les collaborateurs présents, mais lorsqu'on est en télétravail, c'est très compliqué. Donc, voilà, les deux principales problématiques, c'est ça, c'est les alternants, donc les jeunes étudiants,
Et deuxièmement, c'est la rentabilité et le suivi des temps. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat. Aujourd'hui, on cherche encore le bon outil qui va nous simplifier la vie, qui est simple d'utilisation. J'ai eu pas mal de présentations jusqu'à présent et tous les outils aujourd'hui qu'on m'a proposés sont, sont soit pas archaïques, mais pas bien pensés pour le collaborateur. Voilà, c'est vraiment ça qui en est ressorti. Donc là, depuis quelques mois maintenant, on utilise un fichier Excel. J'en suis réduit à utiliser du Excel et c'est ce que je voulais vraiment pas faire. J'ai essayé de repousser au maximum, mais il y a un moment, on n'avait pas le choix. Donc voilà, j'ai développé quelque chose Excel et on attend patiemment l'outil Penny Lane de suivi des temps. Ouais, moi, de mon côté, nous, de notre côté, c'est pareil, hein. J'en ai pas parlé non plus, mais effectivement, le suivi des temps, c'est vraiment pas pour fliquer, hein, c'est vraiment pour les histoires de rentabilité et être sûr qu'il n'y ait pas de problème. C'est-à-dire que si moi, je pense que le collaborateur va passer 2 heures sur le dossier, qu'il en passe 4, il faut que je le sache, quoi. Soit il y a un problème de formation, soit moi, j'ai mal évalué le pricing aussi, hein, c'est tout à fait une possibilité. Donc, du coup, il faut que je le sache. Donc, on suit extrêmement précisément les temps des collaborateurs et on a exactement le même problème que toi, Samuel, c'est que dans le sens où on n'avait pas vraiment trouvé d'outils adaptés à notre taille de structure, surtout. Dans le sens où BI, pour nous, BI, là, c'est trop gros pour nous. L'outil BI est trop gros pour nous, c'est une certitude. Et du coup, on est aussi sur un fichier Excel que François a fabriqué, qui est plutôt pas mal. Et je pousse les équipes Penny Lane assez régulièrement pour justement obtenir la partie de gestion interne pour savoir quand est-ce qu'elle sort et avoir quelque chose qui soit un peu plus adapté. Et de ce que j'ai compris, ouais, Antoine m'a dit que c'était en train d'arriver là. Donc du coup, on attend ça avec impatience, effectivement. Du coup, moi, ce que je retiens, c'est, Cédric, tu disais tout à l'heure que vous attiriez des profils jeunes en offrant la possibilité de télétravailler, mais qu'il faut faire attention à ne pas les prendre trop jeunes parce qu'il y a un souci d'autonomie et de confiance. Et Samuel, je relève quelque chose que tu avais déjà dit pendant la préparation. Je sais que tu vas y revenir plus tard, mais que je trouve vraiment essentiel, c'est la facilité d'utilisation des outils. Ouais. Parce que voilà, si personne ne voit qu'on galère tout simplement avec un outil, nous, on s'en rend pas forcément compte puisqu'on n'a pas, on a personne avec qui comparer notre usage et surtout, on n'ose pas forcément le dire, surtout si on est jeune collaborateur, c'est notre premier emploi. Peut-être qu'on a tendance à se dire, je suis un peu bête, j'ai un peu honte, je vais attendre de bien savoir l'utiliser et je vais surtout pas dire que en plus j'ai du mal. Donc, cette facilité d'utilisation des outils, je trouve ça vraiment essentiel et très intéressant comme point. Et ça fait plus ou moins la transition avec ma prochaine question, qui était sur, voilà, vous êtes tous les deux chefs d'entreprise. Je pense que même si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confiance entre vous et vos collaborateurs, je sais que tout le monde n'est pas forcément rassuré à l'idée de ne pas voir ce que font ces employés toute la journée. Vous, voilà, comment est-ce que vous vivez cet éloignement de vos collaborateurs en tant que manager? Samuel, je te laisse peut-être commencer cette fois. Oui. Alors, c'est une question intéressante parce que je pense que si vous m'interrogez moi et vous interrogez mes associés qui sont en Israël, je pense qu'on aura des réponses différentes. Mes associés qui sont en Israël, ils ont toujours eu l'habitude de travailler à distance avec le marché français. Pour eux, c'est extrêmement naturel. Moi, au contraire, j'ai plus de difficultés justement à travailler entièrement à distance parce que j'ai pas été habitué à ça. Donc, c'est pour ça qu'on est rentré, on a trouvé une solution hybride avec moitié télétravail, moitié présentiel. Pour ce qui me concerne, ma grande difficulté, c'était de suivre donc les collaborateurs, de les rassurer, de les former, de savoir s'ils appliquent les méthodes que je souhaite appliquer, s'ils partagent les mêmes valeurs que moi, s'ils sont efficaces, etc., etc. Donc, comment je le vis? On a essayé de pallier justement à toutes ces problématiques en essayant de développer un maximum d'outils. Et pour le coup, on a essayé plusieurs formats. Alors, c'est vrai que c'était difficile d'essayer de tester des formats différents dans des courts délais. Les collaborateurs n'étaient pas forcément très satisfaits, très contents de changer sans cesse d'outils, et je le comprends. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a un format qui est plutôt bien. Il est amélioré encore, mais il est plutôt pas mal. Donc, pour moi, c'est des outils qui vont pallier justement à toutes ces difficultés et même à moi mieux l'appréhender déjà. Donc, c'est des outils, premièrement.
et on pourra même y revenir pour parler des outils, et surtout une base de connaissances, un guide, un manuel de procédure, un guide des bonnes pratiques qu'on a développé avec mon associé. Alors, ça passe par Notion, où effectivement, on a répertorié des situations pratiques pour aider tout type de collaborateur à se sortir de, si lui-même se retrouve dans cette situation. On partage les valeurs du cabinet, on partage la vision du cabinet, on partage l'organigramme du cabinet, on partage les fiches de poste, on partage la grille tarifaire. C'est important que le collaborateur qui se retrouve avec un client au téléphone et que le client lui pose une question de savoir combien on facture, le collaborateur qui se trouve chez lui, loin du bureau, sache quoi lui proposer. Il faut qu'il ait la réponse tout de suite. Et en matière d'application pratique de notre travail, il faut que le travail soit rendu avec la qualité minimale requise par d'abord les normes et par notre cabinet, par notre mindset. Donc, on leur propose aussi des matrices vierges exploitables facilement. Et enfin, lorsqu'on finit une mission, on l'archive justement sur, pareil, cet outil de stockage pour que dès qu'on finalise une mission, on la classe dans la catégorie, la bonne catégorie, et toute personne qui aura accès justement à cette mission plus tard ou à une mission équivalente, on pourra toujours regarder ce qui aura été fait. Donc, ce niveau de connaissance doit être partagé par tous, peu importe l'endroit où on se situe. Et ça, c'est quelque chose qui est capital. Et comme ça, on peut construire un cabinet full des maths, et c'est là où on peut se dire, OK, je peux très bien aller embaucher quelqu'un qui habite à Villeurbanne ou à Cannes ou dans le sud de la France ou partout dans le monde finalement. Je sais qu'il va appliquer les valeurs du cabinet, qu'il va se comporter vis-à-vis du client comme je le souhaite, avec une certaine réactivité, avec une disponibilité, avec une réponse de qualité, avec une manière de répondre, etc., etc. Voilà. Donc, c'est les outils, c'est le partage de connaissances et c'est surtout aussi le relationnel avec les associés. Donc, nous, on doit beaucoup s'impliquer, peut-être même plus encore, parce qu'à défaut de faire du relationnel physique, il faut qu'on fasse du relationnel à distance. Et ça passe par des événements comme l'a dit Cédric, des séminaires, des entretiens. De notre côté, on fait 2 typologies d'entretiens. On fait un entretien collectif avec tout le cabinet toutes les 3 semaines, avec plusieurs thématiques, et un entretien individuel avec chaque personne, avec chaque chef de mission en début de semaine, pour savoir quel est son planning. Et lui, le chef de mission, s'engage également à faire un entretien avec ses collaborateurs juniors. Ok, ouais, très clair. Et chez vous, Cédric, ça se passe comment? Du coup, est-ce que vous avez des craintes? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que le management se passe bien malgré la distance? Moi, que ce soit François ou moi, je pense même moi un peu plus, je fais très facilement confiance aux gens de manière globale. Donc, du coup, en fait, je laisse complètement carte blanche aux collaborateurs. Le suivi des temps me permet à moi de me rassurer en me disant ça se passe bien. Et ensuite, on est un peu dans une phase. Déjà, moi personnellement, ça me va bien parce que dans un bureau, quand j'étais manager dans mes anciens cabinets, avec tout le temps au bureau, avec 5, 6, 7 personnes à gérer, autant dire que je ne travaillais pas durant la journée. C'était tout le monde tapait à ma porte et me posait une question. Là, avec le travail à distance, je suis un peu plus tranquille parce que c'est moi qui définis les plages horaires, c'est moi qui définis, on se voit de telle heure à telle heure, et ce qui fait que j'arrive à trouver plus de temps pour moi, pour consacrer en fait un peu plus de temps à la prod et même au commercial. Ça, c'est les points positifs. Ensuite, effectivement, nous, on est dans une phase où, contrairement à Samuel, on est encore à la recherche de tous ces outils, toute cette émulsion de livres de procédure, etc. L'utilisation du type Motion aussi, on l'a en tête. En fait, on teste, on est encore dans la phase de test. C'est-à-dire que nous, on n'a pas encore trouvé la méthode qui nous correspond parfaitement. Ça fait 1 an, on a grossi très, très vite. On est passé de 0 à 9 en l'espace d'1 an, ce qui fait qu'on a été un peu rejoint par notre croissance. On a été pris un peu de court par notre croissance. Ce qui fait qu'on sait qu'on doit mettre les process, on sait qu'on doit tendre à maximiser justement à minimiser le risque de problème pour un collaborateur, mais on est encore dans cette formule de recherche, contrairement au cabinet Samuel qui commence à mon avis à trouver ses marques. Mais ça, on le sait, on essaie de passer du temps dessus. Et nous, ce qu'on essaie de faire justement pour avoir le temps de manager, pour l'instant, on essaie de surstaffer. C'est un peu l'idée qu'on a eue, c'est qu'on se dit qu'on surstaffe, comme ça laisse un peu plus de temps pour justement mettre en place ces process en question et d'absorber la croissance. C'est pas forcément vrai au final quand on regarde un petit peu la chose, mais
Mais en tout cas, on essaye justement de trouver les bons outils, de trouver les bonnes méthodes. Et tout ça est en rédaction chez nous, en fait, pour l'instant. Pour l'instant, on se prend encore quelques bouillons et on sait qu'on doit rédiger une procédure sur telle partie parce que ça fait 3 fois qu'on se prend le bouillon et qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de le prendre. Donc voilà. Mais moi, d'un point de vue manager, honnêtement, j'ai plus de temps libre pour pouvoir vraiment travailler que quand j'étais au bureau. Moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, même en tant que simple collaboratrice. Moi, je ne manage personne, mais d'avoir cette option de télétravail où je peux quitter Slack, donc notre outil de communication instantanée, fermer mes mails, et ben d'un coup, pendant 2 heures et demie, je ne suis pas dérangée parce que j'ai la chance d'être dans un environnement calme aussi chez moi. Et là, je travaille vraiment, alors que j'ai essayé de ramener cette pratique au bureau avec des plages horaires où je dis ne pas, enfin, qui s'appellent très littéralement pas de réunion, s'il vous plaît, ne pas déranger. Ça ne fonctionne pas du tout. Non, pas du tout. Donc oui, ça c'est vraiment un avantage, oui, qu'il y a à être chez soi et au calme. Pareil sur les salles de réunion. Donc toi, Cédric, ça ne te concerne pas, mais Samuel, tu disais que le bureau n'était pas fait pour accueillir toutes les équipes. On a exactement le même problème chez Penny Lane. Du coup, on est toujours en train de c'est pas le bon terme, mais de se battre pour les salles de réunion. Alors que chez moi, j'ai pas à chercher un coin tranquille pour passer un appel ou pour faire le webinar. Oui, donc ça apporte un confort quand même, ouais, quel que soit le niveau hiérarchique, qui est pas négligeable. J'avais préparé une dernière question avant qu'on passe à la session de questions-réponses. Donc là, je m'adresse à vous, les participants. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment de les préparer. Juste pensez bien à les poser dans l'onglet questions en bas à droite et pas dans l'onglet chat, qu'on puisse y répondre le plus facilement possible. Voilà. Et ma toute dernière question, c'était, je pense que c'est une crainte que beaucoup de personnes ont, tant à mon niveau de manager qu'au niveau de manager comme vous, c'est à quoi ça ressemble la vie d'une équipe dans un cabinet remote friendly. Qui veut commencer là-dessus? Samuel, est-ce que je te laisse commencer? Oui. Alors, la vie, ça, enfin, moi, je pense que les 2 jours de présentiel au travail pèsent beaucoup dans la relation entre les collaborateurs, malgré tout. Je pense que c'est assez important. Même si d'ailleurs, ça a été notre cas, on a recruté des collaborateurs autonomes, expérimentés, c'est peut-être la personne la plus expérimentée, c'est la personne la plus timide et la plus réservée. Ce qui fait que si on appliquait le télétravail à 100% pour cette personne, bien que ce soit quelqu'un d'extrêmement autonome, je ne suis pas sûr qu'elle créerait le lien, ou du moins qu'elle aurait le même lien que si elle était en présentiel. Donc, la vie, je pense que la vie dans cette organisation remote, elle est fonction des personnes finalement. Soit on a des personnes qui sont aptes à cette organisation, et auquel cas, ça marche si on met en place les bons outils. Soit on a des personnes en face qui ne sont pas du tout prêts à absorber justement cette organisation. Et là, pour le coup, on peut mettre les meilleurs outils du monde. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment dans le recrutement que tout doit être dit. Et c'est là où on doit cerner le collaborateur et le collaborateur doit cerner l'état d'esprit du cabinet. C'est à partir de là qu'on peut définir cette organisation-là. Elle n'est pas si évidente dans tous les cabinets. Elle n'est pas évidente en fonction du profil de la personne. Il y a certaines typologies de missions aussi qui peuvent être difficilement réalisables, mais ça doit être assez réfléchi. Et en termes d'outils, il faut vraiment passer du temps. Et Cédric l'a dit tout à l'heure, il essaye plusieurs formats. On est passé par là, on a essayé énormément de formats. Et même un seul et même outil, ensuite, il faut guider les utilisateurs pour standardiser l'utilisation. Je t'en ai parlé aussi, Fanny, la dernière fois concernant Teams. Teams, nous-mêmes, on a plusieurs noms de domaine. D'accord, au sein même du cabinet, on a plusieurs noms de domaine parce qu'on est aussi un sous-traitant paye. Donc, on est sous-traitant paye pour d'autres cabinets. Donc, en soi, on a un nom de domaine générique. Donc, on n'a pas le même nom de domaine entre les différentes personnes du cabinet, ce qui crée justement différents environnements Teams. Donc, en soi, aujourd'hui, quand Penny Lane parle sur Teams, il faudrait qu'on change d'environnement. Et ça, on l'avait nous-mêmes en interne. Et ça bloque énormément les personnes. Les gens ne communiquent pas parce qu'il faut changer d'environnement, il y aura un temps de latence, et ce temps de latence de quelques secondes, c'est déjà quelques secondes de trop. Donc tout ça fait que tous les outils doivent être bien pensés,
autant en matière d'organisation interne, à travers les moyens de communication, les outils de stockage, la base de connaissances, les matrices de travail, tout ça, ça doit être bien organisé, bien structuré. Et autant dans les travaux, dans les outils qu'on utilise à l'égard des clients. Aujourd'hui, on utilise des outils comme Paylane qui nous permet vraiment de travailler de n'importe où. Au niveau paye, on a un outil maison dans l'état d'esprit Paylane où on peut aussi travailler à distance. Voilà, tout ça fait qu'on est dans cet environnement-là. Il doit vraiment être bien pensé au niveau des outils, mais on doit vraiment bien aussi cerner la personne derrière qui va devoir le vivre au quotidien. Et pareil, le client aussi. Le client, il doit être sélectionné. Le client, il doit pouvoir s'intégrer dans cet état d'esprit. Parce que l'état d'esprit remote, c'est pas juste de dire on fait du remote friendly, on travaille n'importe où, mais par contre, on se travaille avec des valises de classeurs. Il faut que derrière, il y ait cet état d'esprit de digitalisation qui va avec. Donc, tant client que les outils, que les collaborateurs doivent faire partie de cet environnement-là global. Je rejoins totalement, surtout sur les deux derniers points. Nous, les clients, doivent rentrer dans notre moule, on va dire, organisationnel. C'est-à-dire qu'on doit, nous, s'adapter à leur business, les accompagner le mieux possible dans leur business, mais eux doivent s'adapter à notre organisation interne pour justement éviter les classeurs, etc. Nous, il est hors de question de recevoir des pièces papier, par exemple, au cabinet. Ça n'existe pas. Et le client qui ne veut pas se conformer à ça, malheureusement, on ne peut pas l'accompagner. C'est aussi simple que ça. Sur ça, c'est des choix qu'on a fait, nous, en interne. Ensuite, on a également exactement la même problématique sur les profils des collaborateurs qu'on recrute. C'est-à-dire que moi, la première chose que je dis quand je suis en entretien, c'est qu'on est full remote. Il n'y a pas d'autre histoire. Et je regarde comment la personne réagit. C'est aussi simple que ça. Si je vois qu'il y a le moindre doute sur le full, même si le collaborateur est top, s'il y a le moindre doute, ça ne marchera pas. Donc, du coup, forcément, la personne qui me dit « Ah, mais j'aime bien être régulièrement au bureau », je sais que ma solution de lui apporter une fois dans un espace de coworking, au final, il n'aura pas ses collègues, il aura d'autres personnes pour parler, mais pas forcément ses collègues, ne va pas lui convenir. Ça, c'est une certitude. Donc, du coup, je sais déjà que le profil n'est pas bon pour nous. Donc, ça, c'était les deux points où je rejoins complètement Samuel. Et nous, en interne, ce qu'on a essayé de faire, c'est toujours pour ce sentiment d'appartenance, c'est d'améliorer le plus possible l'accueil du collaborateur. Dans le sens où aujourd'hui, quand le collaborateur reçoit son PC, il reçoit un livre d'accueil avec tout le fonctionnement interne, les fameux organigrammes, etc. Livre d'accueil qu'il peut aussi retrouver sur le réseau, bien évidemment, mais c'est juste pour qu'il y ait un petit peu de matière. Il reçoit une tasse au nom du cabinet, t-shirt, polo, pull. Voilà, on a fait toute une panoplie, casquette. Voilà, on a fait vraiment toute une panoplie. Et on a mis aussi en place la possibilité pour le collaborateur d'avoir entre 500 et 1000 euros pour s'équiper en interne. C'est-à-dire, s'il veut acheter une machine à café, s'il veut acheter un double écran, s'il veut, je sais pas, acheter une chaise, un bureau ou quoi, on essaie de l'équiper au max pour qu'il se sente le mieux possible chez lui. Donc, nous, c'est un petit peu l'idée qu'on a eue, on va dire, avec François pour tenter de créer une ambiance cabinet tout de même. Ensuite, moi, je suis tous les jours avec tous les collaborateurs en ligne. On a commencé à mettre des points hebdo là très, très, très récemment, vraiment tous les lundis, parce qu'on ne le faisait pas avant et on s'est rendu compte que c'est quelque chose qu'il fallait faire. Mais en dehors de ça, moi, de mon côté, tous les collaborateurs me parlent au fond une vision avec moi quasiment tous les jours, si ce n'est pas tous les jours. Donc, c'est vraiment, on essaie de renforcer ce lien de proximité pour justement essayer de pallier au fait de ne pas être dans les mêmes locaux. Du coup, en dehors de ça, pour justement continuer dans ce sentiment d'appartenance, on se tutoie tous, il n'y a pas d'histoire de vouvoiement. Et les clients, on tutoie 99% de nos clients également. C'est un peu quelque chose qu'on a mis en place au sein du cabinet pour justement créer en fait une ambiance un peu à la start-up, j'ai envie de dire. Au sein d'un cabinet d'expertise comptable, c'est un petit peu la chose qu'on essaie de faire. Et ensuite, effectivement, il y a les outils. Comme je le disais, nous on s'est planté sur 2-3 outils déjà qu'on a déjà fait marcher en arrière, notamment sur des outils de GED ou autres. On s'est planté une fois. On a été sur un autre outil. Là, aujourd'hui, on ne sait même pas si on va terminer sur cet outil-là. Donc, on cherche, on va dire. C'est vrai que, et effectivement, c'est super important parce que si les collabs galèrent sur l'outil, on les perd beaucoup plus facilement, comme le disait Samuel tout à l'heure.
on s'en rend même pas compte. Ouais. Donc du coup, voilà, on est vraiment dans ce circuit de vouloir que le collaborateur se sente bien et les outils adaptés et qu'il surtout il sache les utiliser. Oui, moi, ce que je retiens, c'est que je trouve ça très intéressant, Cédric, que tu dises qu'il faut être intransigeant. Si la personne est mal à l'aise, même un tout petit peu avec le remote, ça va pas marcher. Et si on, enfin, moi, je préfère ne pas courir. Effectivement, comme toi, je préférais ne pas courir le risque que, voilà, on sait combien ça coûte un recrutement raté. Et je vois des personnes chez PNL, on a la chance d'avoir un bureau à Paris, qui viennent tous les jours. Je pense qu'elles aussi l'admettraient si on leur disait il n'y a pas de bureau, c'est full remote. Elles seraient malheureuses, elles s'accrocheraient peut-être quelques mois, mais ce ne serait pas plus longtemps. Et j'ajoute un dernier point avant de passer aux questions des participants sur comment offrir un accueil chaleureux aux nouveaux employés. Je pense que c'est voilà, quelque chose que tout le monde essaye de comprendre et de craquer en ce moment. J'aime beaucoup l'idée du package de bienvenue. Chez Pennyline, on commence aussi à rajouter des cartes postables qui sont signées par toute l'équipe proche. Ça permet voilà, de commencer avec un petit mot. On a hâte que tu arrives, que tu nous apportes quelque chose. Enfin, voilà, cette expertise. Voilà, on t'attend avec impatience et on est super heureux de t'avoir dans l'équipe. Et voilà, pour avoir eu aussi la petite tasse quand je suis arrivée chez Pennyline à mon nom, voilà, ça fait chaud au cœur, ça fait quelque chose et on se dit, oh, j'étais attendue et j'ai ma place ici. Voilà, ça fait la différence. Top. Merci à tous les deux pour pour votre expertise, pour votre retour d'expérience, pour votre sincérité aussi. On va passer aux questions des participants. Alors pour l'instant, j'ai une question de Maxence qui est quels sont les outils les plus utilisés et pour répondre à quels besoins? Samuel, j'ai eu l'impression que toi, tu avais déjà essayé pas mal de choses. Est-ce que tu veux nous présenter du coup le panel d'outils que vous avez retenu aujourd'hui? Ouais, alors pour le coup, j'ai vraiment mon avis sur la question. Alors, comme je disais, il faut dissocier les deux typologies d'outils. Il y a les outils de gestion interne au sein du cabinet, on va dire organisationnel, et les outils applicatifs à l'égard du client. Pour ce qui est des outils organisationnels, on utilise toute la panoplie Outlook 365, Office 365, donc Outlook, qu'on utilise au maximum de ses capacités avec les calendriers partagés. Ça, c'est capital aussi de savoir quelles sont les disponibilités de chacun, quand est-ce qu'il est en réunion, quelles sont ses plages horaires, ses congés, etc. Ça, c'est bien sûr c'est indispensable. Teams, donc qui est aussi relié à Outlook, à l'agenda partagé. Donc Teams avec une utilisation aussi organisée. Et ça, on a essayé plusieurs typologies, plusieurs scénarios compte tenu de nos difficultés avec les différents domaines. Et là, aujourd'hui, on est dans une utilisation qui est plutôt efficace. On utilise Notion pour la base de connaissances. On utilise le Drive pour le type de stockage. On utilise OneNote pour les prises de notes lors de nos rendez-vous. Donc, vraiment, on essaie d'utiliser tout le Planner aussi. Ça, c'est incroyable. Planner, c'est le dernier outil en date. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de standardiser la procédure d'onboarding. Aujourd'hui, lorsque j'ai un nouveau client, moi, en tant qu'associé, c'est la partie commerciale. Donc, moi, je vais gérer la partie commerciale, la compréhension du besoin. Mais une fois que j'ai compris le besoin, que j'ai pricé, que le client est d'accord, là, s'ensuit une série d'événements qui va être entièrement processée. Et ça, c'est la nouveauté d'il y a 2 mois et qui marche extrêmement bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à l'outil Planner, et pareil, le Planner, on l'a utilisé avec plusieurs formats, mais aujourd'hui, on est dans un format qui est simple, efficace et facile d'utilisation, et pour le coup, tout le monde l'utilise. La responsable administrative sait ce qu'elle a à faire pour quel dossier et dans quel délai. Donc, élaborer la lettre de mission, faire signer le prélèvement automatique, mettre en place le mandat, prévenir le client de quelle manière ça va se passer au niveau du prélèvement mensuel, etc., et de paramétrer toute la partie bancaire. Le collaborateur comptable sait il connaît les 11 tâches à accomplir lorsqu'on a un nouveau client. Donc, le paramétrage Pennyline, le paramétrage impôt.gouv, l'onboarding Pennyline, parce qu'on en fait un aussi, nous, de notre côté. La présentation des personnes, le rétro-planning mensuel, de quelle manière le client va devoir se comporter et comment le collaborateur va réagir, etc., etc. La collaboratrice sociale ou le collaborateur social va présenter notre outil parce qu'on travaille sur un outil maison, un peu comme Pennyline, ce que je disais tout à l'heure. Je l'ai présenté d'ailleurs à Cédric la dernière fois. C'est vraiment un outil qui permet de collaborer avec le client en final.
Donc, il y a un gestionnaire de paye d'un côté et il y a le client de l'autre. Et au milieu, il y a une interface de communication, comme PennyLane finalement. Donc, pareil, la collaboratrice sociale ou le collaborateur social sait ce qu'elle a à faire avec le client pour l'onboarder sur notre outil à nous. Et donc, ces trois personnes-là, finalement, chacun sait ce qu'il a à faire. Et nous, quand on a, par exemple, il y a eu des mois où on a eu 6 ou 7 nouveaux clients, bah, finalement, on a 6 ou 7 colonnes et avec les membres des personnes qui sont tout de suite affectées. Donc, c'est dynamique, il y a des rappels et chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, ça, c'est pour ce qui est des organisations en interne. Et ensuite, pour ce qui est des… oui, il y a aussi MyVesper. MyVesper, c'est l'outil des échéances. Pour moi, il y a quelque chose qui est capital dans le suivi des travaux au quotidien. Il y a 3 choses. Il y a 1, le suivi des temps, donc l'historique. 2, il y a les échéances fiscales. Ça, voilà, si c'est fait ou si c'est pas fait. Et enfin, il y a la planification. Pour ce qui est de l'historique, le suivi des temps, là, pour le coup, j'ai toujours pas trouvé le bon outil. Et je te rejoins, Cédric, moi aussi, MyBI, je l'ai vu, ça me paraît énorme. Parce qu'on n'arrive pas à dissocier le suivi des temps de la planification. Ils ne dissocient pas les deux. Donc, on est bloqué avec les deux. Deuxièmement, le suivi des échéances. Aujourd'hui, on utilise un outil qui s'appelle MyVesper, qui est plutôt simple d'utilisation. Moi, je cherchais la simplicité. Je voulais qu'en 3 clics, on dise, voilà, ça c'est fait. Et là, pour le coup, je l'ai trouvé chez MyVesper, très intéressant. Et enfin, la planification. Et ça, c'est le sujet de l'été, c'est savoir comment on va trouver le bon outil pour planifier le travail que vont devoir réaliser par les différents collaborateurs. Voilà, ça, c'est tous les outils organisationnels en interne. Et pour ce qui est des outils à l'attention du client, on utilise un outil qui s'appelle Revue fiduciaire pour la partie IRPP, donc la déclaration d'impôt des particuliers. On utilise PennyLane pour les sociétés et on utilise Popay, qui est notre outil à nous, pour la gestion sociale des bulletins de paye. Donc voilà, tout ça fait… comment ? J'adore ce nom, Popeye. Pardon. Popeye. Ouais, c'est sympathique. On aime bien aussi le nom et ça plaît. Donc voilà, tout ça fait un environnement entièrement digitalisé où tout est dans le PC et on peut travailler n'importe où finalement à distance. Et chez Rally Conseil, il y a des outils que vous utilisez aussi ou il y en a d'autres que tu conseilles en complément? Nous, on utilise beaucoup des outils que Samuel a évoqués, notamment l'Office 365, PennyLane. On n'a pas encore trouvé justement l'outil de planification, donc du coup, je l'ai noté, je vais aller voir ce que ça vaut. Nous, en plus, on utilise en fait un outil d'entretien annuel qui s'appelle OneAE pour les entretiens triels qu'on fait. Donc, c'est un outil qui a été développé récemment, on utilise cet outil-là. On utilise également énormément, mais c'est dans la palette Office, la partie booking, en fait, pour permettre aux clients ou même nous, entre nous, de pouvoir réserver des créneaux, on va dire, de visio entre nous pour pouvoir nous organiser. Parce qu'on perdait beaucoup de temps à indiquer nos plages de disponibilité, que ce soit aux clients ou même entre nous. Donc on a mis ça en place. Et ensuite, je rejoins, oui, Samuel, sur les outils qu'ils utilisent. Nous, on utilise plus ou moins les mêmes. En dehors du fait que, justement, je n'ai pas encore l'outil. On a un fichier Excel pour le suivi des temps. Et on n'a pas d'outil pour la partie planification. Donc, c'est surtout aussi pour la partie échéance. MyVesper, là aussi, qui est pas mal. Du coup, je vais étudier aussi sur la partie échéance. Parce que nous, aujourd'hui, on l'a fait un petit peu à la mano aussi. Et du coup, en termes d'outils, nous, comme je disais, on est en recherche. Hein, donc, forcément, de ce côté-là, on prend tous les bons conseils. Top. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour tous les détails, la précision de vos réponses. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier une dernière fois, vous deux, encore une fois, pour votre temps, votre expertise, votre retour d'expérience, votre honnêteté et tous les participants que je ne vois pas, mais je les ai vus. Enfin, vous êtes restés jusqu'à la fin et merci pour votre question. Donc, voilà, c'est une très bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt sur le Club des experts. Merci à tous. Merci Fanny. Merci pour cette organisation. Merci pour les questions. Le fait que tu es bien organisé aussi. Moi, c'est la première fois que je fais un webinaire. Hein, je le dis très, très ouvertement. C'est la première fois. Donc, je vous avoue que je passais pour moi le grand oral du deck, très clairement. Mais au final, ça s'est super bien passé. Donc, voilà. Merci infiniment, Fanny, pour nous avoir aiguillés aussi bien. Avec grand plaisir, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, tu obtiens ton grand oral du webinaire. C'est gentil, à très bientôt. À très bientôt. À la prochaine. Au revoir. Salut Cédric. Salut.